Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir conviée à cette journée. J'ai été déjà présente l'année dernière dans l'amphithéâtre, donc effectivement, c'est un nouveau format et j'espère que ce sera tout aussi interactif par rapport à cette présentation. Donc, moi, j'interviens aujourd'hui pour vous faire un petit point sur le plan, les actions du troisième plan national maladies rares, ce que fait la DGOS et donc le ministère de la Recherche sur les différentes actions du plan. Et puis, je vous ferai un petit point d'actualité et un petit point financier avec effectivement deux bonnes nouvelles concernant la revalorisation du Ségur. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte, mais je vais passer rapidement parce que Madame Sarnaki a déjà un petit peu abordé ce sujet. Donc, effectivement, nous avons piloté 3 plans nationaux maladies rares qui sont des plans interministériels, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pilotés conjointement par le ministère des Solidarités et de la Santé, mais cela se fait également avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ces 3 plans ont été suivis par les associations concernées, donc AFM Téléthon, Alliance Maladies Rares, Vaincre la Muco, l'Association française des hémophiles et d'autres. Et donc le dernier plan, donc le 3e, a été lancé le 4 juillet 2018 et s'achèvera donc en 2022. Alors, depuis mai 2018, c'était en fait une chefferie de projet qui était confiée à Sylvie Escalon, donc en plus de sa fonction de sous-directrice à la régulation de l'offre de soins. Et depuis décembre dernier, nous avons changé de sous-direction. Nous sommes désormais dans la sous-direction PF, qui est le pilotage de la performance, au sein du bureau PF4, et c'est Anne-Sophie Lapointe, que vous connaissez, qui a été nommée chef de projet depuis décembre dernier. Ce troisième plan, donc, c'est 55 actions qui sont portées soit par le mairie, soit par la DGRI, la DGS, donc, qui sont les sous-directions du ministère des Solidarités, Direction générale de la santé, Direction générale de la sécurité sociale, de la cohésion sociale et bien sûr la DGOS. La mission maladies rares porte, vous le savez, donc quelques sujets sensibles, tout ce qui est financement autour des centres de référence, tous les appels à projets qui sont organisés chaque année, le dépistage néonatal, l'accès au traitement. Et donc l'objectif de cette mission, c'est d'essayer d'être le plus réactif possible dans un environnement qui est un environnement administratif assez lourd, vous le connaissez. Et donc, nous essayons d'obtenir des circuits de validation qui sont plus courts pour permettre effectivement de faire avancer les projets. Alors, ce troisième plan 2018-2022, je vous ai juste remis les 5 ambitions. Tout à l'heure, Madame Sarnaki l'a évoqué, effectivement, le troisième plan, il est très orienté sur tout ce qui est diagnostic, puisqu'il doit permettre un diagnostic rapide pour chacun. Il a également un aspect lié à l'innovation, à la qualité de vie et à l'autonomie des personnes malades, à la communication, à la formation et à la modernisation des organisations. C'est décliné, donc ces 55 actions sont regroupées en 11 axes de travail. Donc je vous ai mis sur la partie gauche un inventaire des axes et sur la partie droite des éléments qui sont menés, des groupes de travail et des travaux qui sont actuellement menés avec vous et également avec les directions des ministères concernés. Donc le premier axe, réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Ça passe par plusieurs actions, mais je vous ai fait un petit focus sur l'action 1.7, qui est donc l'objectif, qui a pour objectif de constituer un registre national dynamique des personnes en impasse de diagnostic, et donc qui a donné lieu en 2020 notamment au financement des lettres d'intention, mais également de 24 postes d'assistants de prescription comme coordonnateur de parcours de soins dans le cadre de la saisine des plateformes Sequoia et Oragen. Donc, avec un travail sur tout ce qui est revue de dossier, consentement, RCP, e-prescription pour les personnes en impasse de diagnostic et leurs apparentés. Et aujourd'hui, je voulais vous dire qu'on a délégué les financements au mois de juin et nous sommes aujourd'hui à 13 assistants de prescription recrutés sur les 24 financés. Donc, c'est un projet qui avance bien. Le deuxième axe, c'est faire évoluer le dépistage néonatal et des diagnostics prénatales préimplantatoires pour permettre des diagnostics plus précoces. Nous avons également des actions, mais je n'ai pas tout détaillé. Le troisième axe, partager les données pour favoriser le diagnostic et le développement de nouveaux traitements. Donc là, effectivement, nous avons tout un travail avec la BNDMR, donc la Banque nationale des données maladies rares,
qui est un partenaire privilégié de la DGOS et que nous finançons en partie pour intervenir auprès des centres. Donc, il y a actuellement notamment un groupe de travail assez important sur lequel je voulais revenir, qui est un groupe de travail en fait pour permettre pour 18 établissements, donc c'était un projet pilote dans un premier temps, l'intégration du set de données minimum dans le logiciel de DPI de l'établissement. Ces 18 établissements qui devront d'ici la fin de l'année, normalement, parce qu'il y a eu un peu de retard avec les développeurs, qui devront intégrer donc le set de données minimum dans le DPI de l'établissement. Et ensuite, ce projet a pour ambition d'être étendu à l'ensemble des établissements accueillant, hébergeant un centre de référence. Un axe également important du troisième plan, c'est l'axe 4, promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares. Et donc l'année 2020 a permis d'avancer sur cet axe de différentes manières. Donc d'abord sur l'axe 4.2, observatoire des traitements. L'objectif est que chaque filière se dote d'un observatoire des traitements pour repérer les molécules d'intérêt, réaliser un recensement des pratiques hors AMM au sein des centres et des CCMR de la filière. Et donc, en troisième circulaire budgétaire, ce qu'on appelle la C3, nous avons délégué 25 000 € par filière en décembre 2020, donc pour commencer effectivement sur 2021 à travailler, sachant que certaines filières ont déjà entamé ce travail depuis quelques temps. Nous avons également financé en 2020 un projet pilote pour la mise en place d'un registre des pratiques. Donc là, il s'agit en fait de mettre plus précisément en place 2 registres des pratiques sur des traitements d'intérêt hors AMM par filière et en lien avec la Fédération des spécialités médicales. Seront éligibles les maladies rares reposant sur des traitements hors AMM insuffisamment étayés pour prétendre à un encadrement par la NSM. Donc tout ce qui est RTU, ça peut rentrer aussi dans le futur accès compassionnel qui est porté par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Et donc, nous avons délégué aux filières Brain Team, FAI2R, Filnemus, Fimarad et G2M 20 000 € en fin d'année 2020 pour essayer effectivement de travailler sur ces registres et bien entendu qui porterait comme un projet pilote qui ensuite aurait vocation à s'étendre à l'ensemble des filières. L'axe 5, donc impulser un nouvel élan à la recherche sur les maladies rares. L'axe 6, favoriser l'émergence et l'accès à l'innovation. L'axe 7, améliorer le parcours de soins. Donc là, un petit focus sur l'accès à l'ETP. Donc effectivement, comme vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, donc la filière Neurosphinx est très active sur ce sujet. Et l'année 2020 a été tout à fait particulière avec la Covid 2019, mais a été également l'occasion de développer tout ce qui était réseaux sociaux. Et donc, en ce qui concerne le TP, la crise a souligné l'importance d'outils à distance afin de garder un lien avec la personne malade et ses aidants. Et donc, sur l'appel à projet 2020, il y a 70 projets qui ont été portés par des filières proposant des outils d'IETP, dont d'ailleurs un projet de Neurosphinx. Nous avons également eu un appel à projet PNDS, donc le deuxième appel à projet. Je referai un petit focus sur ces appels à projet en fin de présentation, mais il y a eu 98 projets PNDS financés sur l'appel à projet 2020. L'axe 8 que je ne détaille pas, c'est permettre une société inclusive des personnes atteintes de maladies rares et de leurs aidants. L'axe 9, la formation, donc la formation des professionnels de santé à mieux identifier et prendre en charge les maladies rares. Donc là, on a effectivement une action qui concerne la formation initiale et le cursus de médecine, mais également tout ce qui est formation continue et les formations mixtes avec professionnels, malades et entourage. Un petit focus, comment illustrer en fait cet axe. Effectivement, nous avons déjà eu l'accord de la conférence des doyens pour insérer la problématique des maladies rares dans la formation initiale. Et puis, il y a effectivement toutes les filières qui ont mis en place, donc avec des crédits qui sont délégués chaque année pour la formation, différentes formations sur des thématiques un peu pré-ciblées avec le ministère, notamment donc, des formations continues sur l'ETP qui ont été développées pour Neurosphinx à destination des médecins, des paramédicaux et des patients. Et donc, j'ai repris des données de la campagne Pyramide 2020 sur la totalité de la filière Neurosphinx. Et donc, il y a 86 enseignements
qui ont été délivrés, si on prend uniquement les DU en 2019. Le rôle des filières, donc effectivement, Madame Sarnaki a bien expliqué tout à l'heure le poids des filières et l'importance finalement de ces missions qui s'élargissent constamment, notamment depuis la relabellisation des filières. Nous avons un COPIL filière effectivement qui se réunit tous les 4 mois avec les ministères qui portent le plan. Il y a également des groupes thématiques des filières. Beaucoup de filières s'impliquent sur des sujets transversaux, ce qui permet effectivement d'être constructif, de faire du partage d'expériences. Et dans les rapports des filières qui nous sont communiqués chaque année, nous faisons une synthèse, mais nous essayons aussi de tirer le meilleur des actions mises en place par les uns et les autres. Et je voulais mentionner ces actions, beaucoup de filières en fait qui s'impliquent aussi dans la coordination avec l'outre-mer, puisqu'on a vu l'année dernière et les mois derniers se constituer des commissions transversales outre-mer pour mieux accompagner les CRMR hors de l'Hexagone, et notamment 2 filières qui ont mis en place des groupes de travail, notamment avec des groupes outre-mer qui réunissent médecins, chargés de mission, représentants associatifs. Et ça, c'est quand même un sujet qui a toute son importance dans le 3e plan. Et puis, bien sûr, l'implication des filières. J'ai voulu faire un petit focus également là-dessus. L'implication des filières dans les réseaux européens de référence, avec notamment le soutien des filières à des candidatures HCP. Et nous avons donc 37 CRMR qui sont impliqués avec de nouvelles candidatures comme HCP. Le 11e axe est préciser le positionnement et les missions d'autres acteurs nationaux des maladies rares. Et là, je vous ai donc balayé les 11 axes du 3e plan, malheureusement de manière un peu synthétique. Donc, j'ai fait le choix de quelques illustrations, mais il y en a bien d'autres. Je vous ai mis une petite slide sur les financements pour la mise en œuvre de ce 3e plan, parce que cette année, il y a un peu une nouveauté. Donc, je tenais à partager avec vous. En fait, chaque année, nous avons une enveloppe qui était fixée, puisqu'elle a été déterminée dans le cadre du 3e plan, qui est une enveloppe à 147. Alors, attendez. Ah, pardon. J'ai une partie de ma slide qui est, malheureusement, je ne peux pas revenir dessus, mais qui est un petit peu effacée, donc je vais vous le dire sur le titre. L'enveloppe en fait initiale qui a été décidée au moment du lancement du 3e plan, c'est une enveloppe qui s'élève à 147,6 millions d'euros par an sur la durée du plan. Donc ça, c'est ce qui est caché dans ma diapo. Ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, c'est que le Ségur de la santé a permis de revaloriser cette enveloppe. Et donc, elle s'élève désormais, donc à partir de cette année, à 157,4 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 9,8 millions d'euros, ce qui fait à peu près 6%. Alors, en fait, cette hausse de 6% s'intègre à différents niveaux, dans différentes MIG, pas toutes, mais dans différentes MIG, et notamment dans les MIG de soutien au centre. Donc, coordonnateur et constitutif, puisque, comme vous l'a rappelé Madame Sarnaki tout à l'heure, donc les centres de compétences ne sont pas financés. Donc, pour les MIG de soutien au centre, nous avons désormais donc une enveloppe de 128,4 millions d'euros, ce qui représente à peu près plus de 80% de notre enveloppe annuelle. Et la revalorisation du Ségur s'élève à 8 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces 3 dernières années, nous étions à 120 millions d'euros et qu'à partir de cette année, nous allons passer à 128 millions d'euros. Donc, ce qu'il a été décidé local, enfin ici en tout cas au niveau de la DGOS, c'est qu'effectivement, cette hausse de 6% interviendrait dans les parts fixes de tous les centres. Voilà, pour que ce soit une hausse qui ne soit pas dépendante d'une activité conjoncturelle. Vous savez bien que nos 3 items pour la part variable sont la file active, les RCP et les points SIGAPS. Excusez-moi. Et qu'effectivement, nous avons préféré donc faire porter cette hausse sur la part fixe qui diffère selon qu'il s'agisse d'un coordonnateur, d'un constitutif ou d'un CRC. Pour le soutien aux filières, c'est la même chose. Nous avons une MIG qui est également à la hausse avec une augmentation de 869 000 euros. Donc désormais, la MIG filière s'élève à 13,7 millions d'euros. Et de la même manière, ce sera une augmentation qui touchera les 23 filières puisque ce sera une augmentation qui portera sur la part fixe. Une revalorisation a été également prévue sur tout ce qui est tous les crédits destinés à soutenir les actions du plan, puisque nous avons une somme de 14,9 millions d'euros. Donc, nous avons une petite hausse de 1,5 million pour ces projets liés au Ségur. Et donc, je vous ai mis en dessous les différents
je dirais, les différentes enveloppes qui ont été déléguées jusqu'à maintenant, à savoir 2 millions d'euros par an pour les PNDS environ, 2 millions pour les ETP, la formation, les plateformes outre-mer, les plateformes d'expertise, l'outil de RCP, les ERN, la BNDMR et le projet pilote 1.7, c'est tout ce qui est lié au diagnostic. Et d'ailleurs, j'aurais dû mettre 1.7 tout court puisque maintenant, ce projet pilote a permis de passer à la phase d'après qui est effectivement observatoire du diagnostic et lettre d'intention. Alors, un point sur les crédits qui ont été délégués sur 2020. Donc, en 2020, donc, nous avions encore cette enveloppe de 146,1 millions d'euros, 147,6 millions d'euros, excusez-moi, et nous avons donc délégué 146,1 millions d'euros, ce qui veut dire 99% de l'enveloppe. Vous savez que les délégations de crédit se font en 3 temps, avec une première circulaire budgétaire qui a lieu au printemps, une deuxième en octobre-novembre et une troisième circulaire sur la fin de l'année. Donc, vous avez le détail en totalité des MIC pour les centres, pour les filières, pour les plateformes, la BNDMR et quelques autres projets. Et puis, la deuxième et la troisième circulaire sont généralement dédiées aux appels à projets. Donc, les appels à projets se font sur la fin du premier semestre, début du deuxième semestre. Et donc, nous profitons des circulaires budgétaires de novembre et décembre pour déléguer les financements aux projets qui ont été retenus dans ces appels à projets. Juste pour vous dire, effectivement, je vous ai mis un petit justificatif. On a un delta d'1,5 million par rapport à notre enveloppe prévue et par rapport à celle qui a été effectivement délégués. Et ces 1,5 million sont liés à un retard pris sur le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'insertion du set de données minimum dans les DPI des établissements, qui est un projet pilote. Et donc, il y a eu du retard sur ce projet. Donc, nous n'avons pas pu dépenser les crédits que nous avions budgétés en début d'année. Ces crédits d'ailleurs, excusez-moi, je passe un peu vite là-dessus. Ces crédits donc n'ont pas pu être délégués sur ce projet, mais par contre, nous les avons réutilisés sur d'autres projets. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu. Nous les avons réutilisés sur les projets liés à l'axe 4, c'est-à-dire le médicament, avec notamment l'observatoire et le registre des pratiques que j'ai évoqué tout à l'heure, le projet pilote des 5 filières et les 25 000 euros par filière pour l'observatoire. Alors, quelques sujets d'actualité 2020-2021, même si j'en ai déjà beaucoup dit. Je voulais vous faire un focus sur les appels à projets 2020, donc notamment sur les appels à projets PNDS et ETP. Donc déjà, sur les PNDS, il y avait donc à peu près au mois d'octobre, quand j'ai fait le recensement avec la HAS, 105 PNDS qui ont été publiés sur le site de la HAS, dont 21 en 2020 et 157 qui sont en cours d'écriture. Donc, on est quand même sur un trend qui correspond à l'objectif fixé par le 3e plan de 100 nouveaux PNDS par an, à peu près. Hein. On avance quand même à un rythme qui est plutôt favorable. Donc, il y a eu 2 appels à projets lancés sur le 3e plan. Un premier en août, là, la totalité des projets avait été retenue, 178 projets retenus et financés, avec un montant total de 2 millions d'euros. Et un nouvel appel à projet en octobre 2020 avec également la totalité des projets financés, 98 projets. Nous avions le même budget en fait de 2 millions d'euros et il y a eu moins de projets déposés par les filières parce qu'effectivement, il y a un investissement des filières et des centres déjà sur les projets de l'année 2019 et je pense que c'est la raison pour laquelle toutes les filières n'ont pas déposé de nouveaux projets ou en tout cas en ont déposé moins. Les modalités de financement pour tous ces appels à projets, ce sont des versements en 2 temps, avec en fait une première tranche de 50% et une seconde tranche de 50% 14 mois plus tard, suite à la publication du PNDS sur le site de la HAS. Donc là, pour l'appel à projet 2020, vous avez eu la première tranche en 3e circulaire, et donc la deuxième tranche interviendra en 2022. L'appel à projet donc ETP, 2 jurys également, un jury en 2019 avec 110 projets financés et retenus par le jury sur les 139 qui avaient été proposés. Et en 2020, 106 projets dépensés sur les 102 qui avaient été, non, pardon, 102 projets financés sur les 106 qui avaient été déposés. Et de la même manière que les PNDS, ce sont des financements en 2 temps, avec une première tranche de 50%, et là, c'est une deuxième tranche 18 mois plus tard, donc qui interviendra
en milieu d'année 2022 pour les projets financés au titre de l'appel à projet 2020. Oui, je vous ai mis le montant cette fois-ci, donc 45 000 € pour un nouveau projet et 15 000 € pour une actualisation, 10 000 € pour un déploiement. Donc, il faut entendre 50% de 45 000 pour la première tranche et 50% pour la seconde. Alors, ça, c'est un appel à projet qui aura lieu en 2021. C'est l'appel à projet plateforme d'expertise maladie rare. Vous savez qu'on a déjà financé 10 plateformes d'expertise maladie rare au niveau national et qu'il y aura donc 10 autres plateformes qui devront être financées à partir de 2021. C'est une aide c'est un amorçage en fait. C'est une aide à la mise en route de ces plateformes. Donc, c'est-à-dire que ce sont des crédits qui sont délégués 2 années de suite. Et en plus, ensuite, il faut que la plateforme soit dans un système finalement d'autofinancement. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé en décembre et donc les retours des projets sont attendus pour le 15 avril 2021 avec un versement des premiers financements en fin d'année. Voilà, je pense avoir terminé ma présentation et donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci Madame Lègre. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci infiniment. Moi aussi, je tousse. Pour ce récapitulatif très clair, on a une question et Oui. je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui, donc on va être bref sur une question sur les registres versus les bases de données. Je pense qu'il faut séparer les deux. Il nous est demandé si elles sont bien conformes à la loi RGPD et en accord avec la CNIL. Alors, je sais que ce n'est pas forcément votre cœur de métier, mais peut-être demain, on aura aussi des réponses avec les maladies, la BNDR. Oui. Vous parlez par rapport à vos bases de données qui pourraient être utilisées pour votre registre des Sandiag, c'est ça? Alors, je pense que la question vise deux choses différentes. Il y a Bamara d'un côté et bien sûr, ils sont conformes à la loi RGPD et à la CNIL, évidemment. Mais effectivement, je sais qu'actuellement, il y a de fortes discussions au sujet des registres que chacun peut avoir dans son centre de référence, vous savez, pour des maladies dédiées, etc. Oui, tout à fait. Et il y a, enfin, en tout cas, je sais, nous, sur Necker, une discussion sur maintenant la régularisation, si je puis dire, avec la loi RGPD. Oui, de ces bases de données. Voilà, et je pense que c'est cette question qui va dans ce sens, mais je ne suis pas certaine que ce soit vous qui soyez. Non, je suis bien en difficulté pour vous répondre, mais par contre, ce que je vous propose, c'est que comme je fais un point cet après-midi je dois contacter la BNDMR sur un autre sujet, je vais leur poser la question, je vous mets un petit mail en fin de journée. Comme ça, vous aurez déjà des éléments à communiquer et puis peut-être que vous pourrez reposer d'autres questions demain dans le cadre du point avec la BNDMR. C'est vrai que cette histoire des registres est importante à mon avis, notamment aussi au niveau plus large de l'Europe. On est sollicité aussi pour participer à des registres internationaux. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on récapitule au cours après ces 2 jours les questions posées et qu'on fasse un point après, mais on fera un point sur des questions. Si vous avez un élément de réponse, ce serait formidable. Ça marche. Écoutez, j'essaye de vous communiquer ça. Merci. Merci encore à vous. Merci et je suis désolée de devoir vous laisser. Du coup, je ne pourrai pas assister à la suite de la journée. Je m'en excuse. Et du coup, bonne fin de journée, de colloque. J'en profite pour dire que tout sera en replay sur le site Neurosphinx, bien sûr. C'est ce que m'a dit Iris. Merci à vous. Très bonne journée. Très bonne journée. Au revoir. Eh bien, on va passer à la partie suivante avec la présentation de l'équipe. Et je vais laisser Iris se présenter, notre nouvelle chef de projet santé, et présenter notre équipe.